l'analyse de la relation de Ferenczi à Freud m'a fait beaucoup penser à la relation de Freud avec Fliess. Et j'ai eu le sentiment que dans la relation Freud-Ferenczi, Ferenczi s'est trouvé à la place de Freud avec Fliess, dans une position plutôt de soumission féminine. Quand on lit les lettres de Freud à Ferenczi, c'est très frappant. Freud écrit des lettres amoureuses à Fliess. Enfin, il y a vraiment des lettres très chaudes sur le plan du transfert homosexuel. Il parle même d'homosexualité. C'est clair. Il parle en ces termes. Absolument. Et la lecture des lettres donne une impression vraiment d'une espèce d'érotisation d'amour, vraiment pour Fliess, qui sont tout à fait saisissants. Ouais. Et je les ai donc lus. Oui, c'est vrai, c'est l'investissement massif. Ferenczi a fait un investissement massif de Freud de la même façon que Freud a investi ses Et je me suis demandé, je n'ai pas pu m'empêcher de penser, que Freud se rattrape peut-être aussi avec Ferenczi de quelque chose qui a été extrêmement douloureux pour lui dans sa relation à Fliess. Il y a quelque chose qui a été dit sur ça, parce que Fliess, il a fait, après l'événement de Cécile de Palerme, oui, exactement. Il fait référence à Fliess. Exactement. Et Freud, il est d'accord avec merci beaucoup. Avec Ferenczi, parce que Ferenczi parle du besoin de symétrie, exactement. Je pense. Et il fait référence à Fliess, et Freud, il est d'accord, il dit, oui, vous avez très bien touché à quelque chose de traumatique, mais pour moi, ça c'est terminé. J'ai plus ce besoin de symétrie. C'est cité par... et de tout dire toute la vérité à un ami. Voilà, exactement. C'est cité, c'est dans la lettre du 6 octobre 1910, la période où on est et où je situe les débuts de la demande d'analyse de Ferenczi à Freud. Et l'introduction du deuxième volume par Axel Hofer, qui est très intéressant, et il cite cette lettre de Axel Hofer, je ne sais pas qui c'est un psychanalyste américain. De la société de Boston. D'accord, merci. C'est super bien l'introduction. C'est très bien, vraiment, elle est très intéressante. Je ne l'ai pas terminée. Elle est très très bien. Alors il dit, je lis ce que dit Axel Hofer, Freud se réfère également à l'amère déception éprouvée du fait de la rupture traumatique de sa relation à Fliess. Freud déclare clairement, tome 1, lettre du 6 octobre 1910, « Je n'ai plus aucun besoin de cette totale ouverture de la personnalité. » Donc ouverture, c'est vraiment une allusion à la féminité. Voilà, vous l'avez non seulement remarqué, mais aussi compris, et vous êtes remonté fort justement à la cause traumatique de cet état de choses. Depuis le cas Fliess, dans le dépassement duquel vous m'avez précisément vu occupé, ce besoin s'est éteint chez moi. Une partie de l'investissement homosexuel a été retirée et utilisée pour l'accroissement de mon moi propre. J'ai réussi là où le paranoïaque échoue. Ça, c'est une phrase célèbre qu'on cite souvent, et on ne sait jamais où on l'a lu, mais je pense qu'il l'a dit à plusieurs endroits, mais notamment dans cette lettre du 6 octobre 1910. Donc, soi-disant qu'une partie de l'investissement homosexuel a été retirée chez Freud, par Freud, mais on peut en douter. C'est vrai, comme vous dites, on peut en douter. J'avais relu, je crois que Renato vous a envoyé, c'était un texte, une conférence qu'avait donnée André Haenel, qui avait parlé lors du cycle Freud-Ferenczi, c'était en 2010, je crois, 2009. Et puis, il parle de cette relation, où Ferenczi demande un peu d'être en symbiose avec Freud qui résiste, et puis après, un autre moment, Ferenczi s'éloigne de Freud et converse plutôt avec Grodeck, et puis Ring et Freud développent un peu de jalousie, un peu des reproches. Et même des symptômes, si je me souviens bien, somatiques. C'est possible, gastro-intestinaux peut-être, je ne sais plus, mais en tout cas il en parle, Haenel, de ça, de cette ambivalence.
Oui, oui. Et il cite les lettres de 1922, au moment où Ferenczi retourne aux États-Unis et où Freud a peur qu'il ne revienne pas, et où Freud lui dit très clairement « vous me manquez », ce que jamais Ferenczi n'avait pu obtenir comme aveu de Freud pendant toutes ces années. Alors, je voulais en venir à ce que j'ai appelé la triangulation, avec la relation Freud-Jung, au cœur de laquelle Ferenczi a été entraîné, et de leur conflit, qui est vraiment à cet apogée, au moment où Ferenczi demande avec insistance une analyse à Freud. D'ailleurs, dans cette demande d'analyse, je trouve que l'ambivalence des deux est palpable. Celle de Freud, on vient de l'évoquer, et on verra juste avant l'analyse effective de Ferenczi, on verra comment Ferenczi retarde aussi le moment de l'analyse. Et on dirait que les deux hommes, du fait de leur relation amicale profonde, ont peur de se lancer dans cette aventure. Dans les lettres de Ferenczi, une angoisse est palpable, en lien avec la rupture de Freud avec Jung, qui ne peut que réactiver l'angoisse d'abandon de Ferenczi, et qui réactivera celle de Freud quand, comme on vient de le dire, plus tard, vers 1922, Freud sent que Ferenczi s'éloigne de lui. Ferenczi va publier une critique sévère des métamorphoses de la libido de Jung, qui est que j'ai lu, qui est dans le volume 2 des œuvres de psychanalyse de Ferenczi. J'ai le souvenir de cet article, je n'ai pas eu le temps de le relire pour aujourd'hui, mais il me reste le souvenir qu'il témoigne d'une adhésion totale à la position rejetante de Freud, rejetante de Jung, et il ne semble pas voir les points intéressants du livre de Jung, qui est incontestablement intéressant, du texte de Jung, Métamorphose de la libido, qui est vraiment un grand livre. Bon. Dans les mêmes années, on lit des lettres enthousiastes de Ferenczi pour Totem et Tabou, que Freud a publié en 1912 et qui est une réponse à Jung, hein, une réponse aux métamorphoses de la libido, enfin explicitement. Et par ailleurs, Totem et Tabou est très inspiré par les discussions entre Freud et Ferenczi. Hein. Freud est très inspiré par Ferenczi. Je crois qu'il y a un passage, page 453 du premier volume, où Freud le dit, mais je ne sais pas si j'ai souligné si j'ai suffisamment souligné pour pouvoir le retrouver. Non, je ne le retrouve pas, je ne vais pas perdre de temps. Alors, la lettre du 20 juillet 1914, on est peu avant l'analyse effective de Ferenczi, volume 2, page 9. On s'y perd dans toutes ces lettres, que je vais... Et là, on prend une période étroite de toute la relation, parce que c'est une période... Très, on croit très que ce intense. deuxième... le troisième tome, il est plus Aussi. fin. Oui. Il est plus mince, tu veux dire. Oui, plus mince. Oui. Tu disais quelle Alors, lettre? je voulais vous lire la lettre du 20 juillet un passage de la lettre du 20 juillet 1914 de Ferenczi à propos de la relation de Freud à Jung. Hein. Donc, peu de temps avant, 2-3 mois avant l'analyse. Cher monsieur le professeur, je suis très heureux que vous ayez supporté cette année difficile avec si peu de fatigue et que vous vous sentiez poussé au travail sans interruption. Vous débarrasser de Jung signifiait pour vous le retour à votre mode de travail initial. Prendre tout en main vous-même et ne pas vous reposer sur les collaborateurs, entre guillemets.
La devise « Après moi le déluge » semble être la seule valable en matière de science. Depuis l'épisode Jung, vous avez cependant souvent péché contre cette maxime et vous avez souvent été sentimental avec nous. Donc, sous-entendu, vous auriez dû être plus dur avec nous et nous rejeter, nous repousser pour pouvoir faire votre travail souverainement, tout seul, dans votre bulle narcissique, c'est moi qui le dis, et sans céder à nos demandes de relations. Et donc, vous avez souvent été sentimental avec nous. Si vous comparez votre état d'esprit au début du voyage en Amérique, je vous rappelle, dit-il entre parenthèses, votre indisposition à Brême, ça c'est quand même une vacherie, celui de maintenant. Pourquoi tu dis une vacherie? Parce qu'il lui rappelle qu'au moment où ils partaient ensemble en Amérique, Freud s'est senti mal. Oui. Et il s'est évanoui à un certain moment des relations Freud-Ferenczi. C'est ça, oui, on parle de cette relation chaude. Exactement. Et ça a été évoqué, il a été évoqué en 1912 par Freud dans une lettre, qu'il avait rencontré Jung à Munich, dans un hôtel, et qu'il s'était senti mal après le départ de Jung. Donc c'était en 1912, 2 ans avant, donc au moment où ça se gâtait entre Freud et Jung, mais ils n'étaient pas encore brouillés. Donc il évoquer Brême, c'est évoquer aussi le malaise de Freud en quittant Jung en 1912, et Freud avait lui-même fait le lien avec un malaise qu'il avait éprouvé au moment où il se brouillait définitivement avec Fliess. C'est-à-dire que la relation entre la rupture avec Fliess qui a fait éprouver à Freud des émois extrêmement violents, s'est retrouvé a retrouvé un malaise de 1909 du départ aux États-Unis, quand ils étaient avec Jung et Ferenczi. Et puis, ça se retrouve en 1912 avec Jung. Enfin, il y a vraiment un lien entre Jung, Fliess et puis les malaises et les symptômes de Freud. Donc il pointe sur les répétitions. Il pointe sur les répétitions des malaises de Freud. Oui, je pense que je vois comme une vacherie, quoi. Pour lui dire qu'il était trop attaché à Jung, il aurait dû être plus détaché, c'est ça? Exactement. Il s'est trop engagé avec Jung. Ce qui est vrai que c'est une vacherie, parce que justement dans l'introduction d'Axel Hofer, quand on parle, on traduit la neutralité en allemand, et Freud utiliserait le mot indifférence. Oui. Donc c'est une manière de lui dire, voilà, vous prenez l'indifférence, d'avoir de la distance avec le patient, et finalement vous êtes un émotif. Vous arrivez à être indifférent, mais alors c'est le corps. Comment? En aucun moment Freud a été l'analyste de Jung. Non. Mais c'est comme s'il disait qu'il devrait avoir la même position. Mais d'ailleurs, Ferenczi a dit à Freud à un moment, dans ces années avant la rupture définitive, vous devriez analyser Jung. Je vous conseille d'analyser Jung. Ah oui, Ferenczi. Oui, Ferenczi a dit ça à Freud. Oui. C'est une vraie saga. Oui, c'est magnifique. Oui. Lettre 353, Vienne, le 9 décembre 1912. Cher ami, j'ai bien pensé que vous étiez malade quand vos lettres se sont interrompues. Eh bien, je ne crois pas un instant à votre syphilis. Quant à votre Cheyne-Stokes, j'en aurais fait ici très vite le diagnostic correct. Il y a un trait hypocondriaque indéniable dans l'histoire de votre maladie. Je suis assez égoïste pour vous souhaiter précisément maintenant une prompte guérison. J'ai conseillé de mettre votre essai en réserve, puisque vous m'avez confié le soin d'en décider, car autrement,
Federn se serait senti vexé, alors que vous, en tant que rédacteur, vous n'en avez pas le droit. Dans le deuxième cahier, vous devriez vous montrer à votre avantage par une étude critique sur la libido de Jung. Jung a bien arrangé des choses avec Bergman. Nous payons 652 marks de dédommagement et nous en sommes débarrassés. J'ai reçu aujourd'hui de Bergman la confirmation que le Zentralblatt ne porterait dorénavant plus le titre d'organe officiel de l'association internationale. Le fonds de l'association payera la moitié de la somme et je payerai l'autre moitié. Je ne veux pas que les membres soient ennuyés d'une quelconque manière. Cela vaut bien 300 marks pour moi. À part cela, Jung est un Meschugge. Ses lettres oscillent entre tendresse et arrogante présomption, et tout ce qu'on en rapporte, Jones, Brill, montre qu'il prend ses petites erreurs pour de grandes découvertes. Abraham viendra ici le 22 ce mois et restera 3 ou 4 jours. Ce serait bien si votre état vous permettait alors de faire le voyage jusqu'à nous. Ma capacité de travail est de nouveau très bonne. J'ai réglé d'une manière bien analytique le problème de la crise de vertige à Munich et commencé même la 3e concordance longtemps empêchée. Toutes ces crises attirent l'attention sur la signification de décès vécus précocement. Chez moi, un frère mort très jeune alors que j'étais âgé d'à peine plus d'1 an. Le climat de guerre domine notre vie quotidienne. Il n'a pas encore touché mon exercice professionnel, mais il pourrait m'arriver d'avoir 3 fils en même temps sur les champs de bataille. Je vous prie de me donner bientôt d'autres nouvelles et vous salue cordialement, votre Freud. Mes salutations les plus dévouées à votre infirmière. Elma a été très charmante et gentille au cours de sa 2e visite. Donc, lettre 374, Budapest, le 8 février 1913. Cher monsieur le professeur, Madame Gisela était tout à fait étonnée de voir que la réponse suggérée par vous correspondait presque mot pour mot à celle que j'avais de toute façon l'intention de faire à Jung. À présent, je lui ai donc envoyé la réponse sur laquelle nous nous sommes accordés. Évidemment, en mon nom propre seulement, j'ai peine à croire qu'il y réponde. Éventuellement, il m'écrira qu'il vous a reconnu comme le spiritus rector de ma réponse. Mais même cela est improbable. Eh bien, nous pouvons attendre. Nous sommes maintenant dans la position confortable du prétendant courtisé. Cette situation semble mieux convenir aux Zurichois. Tant qu'on les traitait aussi bien que vous l'avez fait jusqu'à il y a peu, ils jouaient les effarouchés. Leur sentiment secret de culpabilité, sans doute spécifiquement chrétien, à savoir le fantasme oedipien inconscient qui, chez eux, est particulièrement réprouvé et refoulé, ne leur permet pas de croire quelqu'un qui les traite bien, c'est-à-dire qui ne veut pas les punir pour leurs péchés. Mais quiconque les traite avec mépris, de façon rejetante ou seulement avec froideur, ils le reconnaissent pour leur maître. Les reproches des profanes des journalistes zurichois ont suffi à leur insuffler une frousse monumentale. Peut-être seraient-ils aussi déconcertés si, pour une fois, vous et vos partisans juifs leur donniez quelque grossièreté à entendre. Le premier numéro de la revue a bien plu ici. La présentation est distinguée, sérieuse. Je suis plein de confiance en l'avenir de notre nouveau-né. S'il vous plaît, voulez-vous me faire savoir brièvement, par retour du courrier, si vous m'autorisez, en faisant référence à la Zeitschrift, à traduire en hongrois votre article sur la technique et à le publier dans le journal médical d'ici. La moitié est déjà traduite. La grippe a disparu et par ailleurs je me sens mieux aussi, mieux même qu'avant la maladie aiguë. La maladie m'a incité à me creuser la tête sur le thème de la neurasthénie. L'étiquette moderne de vagotonie ne dit naturellement rien quant à l'essence de la maladie. Elle montre tout au plus la voie par laquelle le mal, certainement de nature chimico-sexuelle, agit. J'en suis venu à supposer que l'analyse biologique de la neurasthénie
et de la névrose d'angoisse conduira un jour à des connaissances aussi importantes concernant le processus vitaux dans l'organisme que celles que la psychanalyse a apportées concernant la vie psychique. Il apparaîtra alors que la sexualité, c'est-à-dire les substances chimiques auxquelles la pulsion est liée, joue le rôle central tant dans la pathologie que dans la physiologie de l'homme, et probablement se trouve ici aussi en lutte avec des substances auxquelles est liée l'autoconservation de l'organisme des différents organes ou parties d'organes. Le mépris de la sexualité a manifestement causé presque autant de dégâts dans la biologie que dans la psychologie. Quant à moi, je suis convaincu que mon état maladif, qui dure maintenant depuis plus de 6 mois, est la réaction physique à l'échec du projet de mariage. Le corps a joué à mourir dès lors qu'il a constaté sa déception par rapport à la satisfaction attendue, ce qui a pu avoir pour conséquence un accroissement authentique de la disposition morbide. Mon ami et adversaire de l'analyse, le docteur Schechter, part, comme chaque année en mars, à Corfou, et son invitation à l'accompagner me tente beaucoup. 3 semaines sur l'Adriatique et le printemps grec, cette idée est proprement enthousiasmante. Bien que cette année, à cause de la maladie, etc., j'ai eu beaucoup moins de revenus que la précédente. Je pense néanmoins sérieusement à m'accorder ce repos. J'ose à peine vous demander si vous ne voulez pas venir avec nous. Nous avons l'intention d'embarquer le 11 mars à Trieste et d'y revenir le 2 avril. Mais si j'accorde à mon corps ce délassement, je dois alors remettre à plus tard l'analyse projetée. Je sais bien sûr que la résistance à être analysée partage la responsabilité de ce délai. Je vous en prie, dites-moi franchement ce que vous en pensez, et ce que vous pensez de mon projet de voyage. Avant mon départ, je vais naturellement assurer la livraison de l'homme coq et de la critique de Jung. Cordialement, votre Ferenczi.